Donc bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette édition 2021 de la Fête de la Science. Je m'appelle Gaëlle Even, je suis salariée à l'AFM Téléthon et je serai le modérateur de cet apéro au labo. Avant de laisser la parole à Serge Braun, un petit mot sur l'AFM Téléthon. Donc, c'est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à guérir les maladies neuromusculaires au travers de la recherche de thérapies innovantes et aussi pour aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec ces maladies qui sont rares, évolutives et souvent pour beaucoup incurables. L'AFM, c'est aussi une stratégie d'intérêt général. Elle finance la recherche dans de nombreuses pathologies rares, comme les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle et aussi des déficits immunitaires. Et aujourd'hui, grâce au soutien des donateurs et aussi des personnes qui organisent des animations de collecte pour le Téléthon, de premières victoires sont remportées contre la maladie. L'effort doit se poursuivre parce qu'il y a encore beaucoup d'autres maladies qui attendent un traitement. Et donc, grâce au don du Téléthon, on voit que vraiment les choses peuvent changer. Ce soir, nous avons Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, qui va nous parler d'histoire d'ADN. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de la conversation et il y aura des moments où Serge pourra y répondre. Voilà, Serge, à toi. Merci Gaëlle. Bonsoir à tous. Je pense que vous voyez la diapo Fête de la Science. Donc effectivement, je vais pendant une petite demi-heure raconter un petit peu l'histoire de l'ADN. Et le terme, le livre du vivant, est vraiment justifié, comme vous allez le voir. Mon intervention ne va pas être technique ni très scientifique. Elle va tenter d'expliquer le plus simplement possible ce que c'est que l'ADN, comment ça marche, et ce que l'on ne sait pas encore. Et en tout cas, la beauté du vivant, on la trouve en particulier dans l'ADN, comme vous allez le voir. Alors, la diapo n'avance pas. Voilà. Ça, c'est un petit historique qui rappelle d'où on vient en termes de connaissances scientifiques. Tout est parti des travaux d'un moine qui s'appelait Gregor Mendel. En 1866, il travaillait sur des petits pois lisses et des petits pois ridés, et il avait dressé les bases de la transmission des caractères héréditaires, les lois de l'hérédité. À l'époque, on ne savait pas du tout comment ça se transmettait. Et lui, grâce à ses travaux de culture de petits pois, il avait dressé les lois de l'hérédité, les lois principales. Et puis, il y a, entre-temps, d'autres termes qui ont été établis au début du XXe siècle, le nom génétique, le nom gène, William Bateson, Wilhelm Johannsen, qui a parlé de gènes sans qu'on sache encore exactement ce qui les portait. On parlait de caractère génétique, mais sans vraiment savoir en quoi ça consistait. Et c'est Thomas Morgan qui, en 1911, a montré que les gènes étaient portés par les chromosomes. Ça, c'était des structures qu'on pouvait voir au microscope. Et il avait démontré que c'était là que se passait la transmission génétique. Et puis, on arrive en 1932, un grand congrès international aux États-Unis,
où on a commencé à parler d'ingénierie génétique. Mais c'était encore qu'un concept, puisque à part savoir que c'était porté par des structures particulières à l'intérieur des cellules, on ne savait pas grand-chose. Et un autre chercheur, Oswald Avery, en 1944, a démontré que c'était une molécule qui s'appelle l'acide nucléique, qui était le support de l'information génétique. Les gènes, c'était en fait une sorte de grande molécule qu'on appelle acide nucléique. Ça remonte à 1944. Et quelques années plus tard, en 1947, un autre chercheur, Clive Killer, a parlé de thérapie génique. Et là encore, sans véritablement savoir ni comprendre comment on allait pouvoir transférer des gènes dans des cellules pour modifier leur caractère génétique ou pour apporter une nouvelle fonction et dans un but thérapeutique. C'était encore qu'un concept. Puis on arrive en 1953, et les travaux de James Watson, c'est Watson et Crick, et il y avait Rosalind Franklin qui était une Anglaise qui a réalisé ce magnifique cliché au rayon X. Et c'est à partir de ce cliché au rayon X de la molécule d'acide nucléique, l'ADN, que Watson et Crick ont déterminé la structure que pouvait avoir cet ADN, cet acide désoxyribonucléique. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. Rosalind Franklin, malheureusement, ne l'a pas eu. Elle est décédée avant. En plus de ça, c'était une femme et à l'époque, on ne donnait pas beaucoup de prix Nobel à des femmes. Et d'ailleurs, c'est malheureusement toujours vrai aujourd'hui. Très peu. Mais donc, toujours est-il que grâce à ce cliché, Watson et Crick ont pu établir un modèle de la structure de l'ADN. C'est en fait comme si vous regardiez l'ADN par le dessus. L'ADN, on va voir à quoi ça ressemble exactement. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que tous les organismes vivants fonctionnent grosso modo de la même manière. Nous, êtres humains, nous sommes faits de milliers de milliards de cellules, comme bien d'autres êtres vivants. Nous sommes faits d'un amoncellement de cellules. À l'intérieur de ces cellules, il y a un noyau, un peu comme le jaune d'œuf dans l'œuf, si vous voulez. Mais là, on est à l'échelle microscopique. La cellule, c'est tout petit. Ça fait quelque chose comme 100 microns, c'est-à-dire 0,1 mm. On ne le voit pas à l'œil nu, la cellule. Et dans la cellule, il y a un noyau encore plus petit. Et à l'intérieur se trouve la molécule d'ADN, qui souvent est pelotonnée, compactée sous forme de chromosomes. Et cette molécule d'ADN, c'est un filament qui est extrêmement long puisqu'il fait 2 mètres de long. Dans chacune de nos cellules, on a un filament d'ADN qui fait 2 mètres de long. Mais il est extrêmement fin, il fait 2 nanomètres, il est replié à l'extrême, ce qui fait qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Ça tient dans quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors ça, c'est la molécule d'ADN. En fait, ce sont 4 molécules de base qu'on peut symboliser par des lettres A, T, C, G. Ce sont des molécules qu'on appelle adénine, thymine, cytosine, guanine. C'est en fait des petites molécules chimiques qui sont faites d'atomes d'hydrogène, c'est les petites boules blanches, d'oxygène, les petites boules rouges, d'azote en bleu, de carbone en gris et de phosphore en jaune. Et ces molécules se lient les unes aux autres par des liens qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Et il y a une sorte d'attraction qui est faite entre certaines molécules. Et de fait, un A, une adénine, va se lier à un T, une thymine, un G va se lier à un C et seulement à un C. Un G ne peut pas se lier à un A, par exemple. Et ça donne cet enchaînement de petites molécules, A, T, C, G, sous forme d'une échelle torsadée. Ça donne schématiquement ce que vous voyez à droite. On a des sucres qui sont présents, des phosphates, et donc ces 4 molécules, thymine, adénine, cytosine et guanine,
qui sont en face les unes des autres. Et il y en a beaucoup de ces molécules pour former un filament qui fait 2 mètres de long. Alors, comment ça se fait que ça tient dans une cellule qu'on ne voit pas à l'œil nu? Là, vous avez de gauche à droite, vous avez la molécule d'ADN, c'est une double hélice en fait. Si je reviens en arrière, c'est comme une échelle torsadée qui forme une double hélice. Cette double hélice, en fait, elle n'est pas comme ça telle qu'elle dans la cellule, elle est compactée. Elle est compactée grâce à des protéines qu'on appelle des histones. En voilà un, vous voyez un histone en violet, protéines histones, vont s'accrocher sur les histones, donc les filaments d'ADN. Donc le filament d'ADN est enroulé sur un histone, un autre histone, lesquels vont s'enrouler sur eux-mêmes. Ça va donner un enroulement absolument vertigineux jusqu'à tenir dans un chromosome qui est tout petit. Un chromosome, c'est moins de 1 micron, moins de 1 millionième de mètre. Et dans ce chromosome, il y a cette molécule d'ADN. Donc en fait, pour donner une idée de ce que ça représente, si je m'imaginais l'ADN comme une échelle torsadée, de 40 à 50 cm de largeur, une échelle normale, l'équivalent de 40 cm pour 2 nanomètres de diamètre, c'est 2 nanomètres de diamètre, c'est la taille c'est le diamètre de l'ADN. 2 nanomètres, c'est 2 milliardièmes de mètre, et pourtant ça fait 2 mètres de long. Eh bien, mon échelle qui aurait 40 cm de largeur, elle irait de la Terre à la Lune. Elle ferait plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et compactée à l'extrême, elle tiendrait dans un stade de foot, dans un gros stade de football. Mais quand même, c'est absolument vertigineux. Ah oui, alors vous avez ici des images au microscope électronique, parce qu'il faut un microscope électronique pour pouvoir voir l'ADN, il est trop petit. On voit ici un petit bout d'un chromosome en quelque sorte, puis il y a des boucles sur la photo. Le chromosome, vous l'avez à droite au microscope électronique. Et puis, ce filament d'ADN, on peut le voir à l'extrême gauche au microscope électronique. On voit les histones, les petites boules noires sur la photo, la deuxième photo à partir de la gauche, et ainsi de suite jusqu'à former le chromosome. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel, ce n'est pas juste un concept. L'ADN, un filament de 2 mètres de long. Maintenant, pour savoir combien de molécules s'enchaînent pour former l'ADN, c'est ce qui va donner le code génétique. Combien de molécules s'enchaînent les unes aux autres? Je vous rappelle, on parle de 4 molécules qu'on symbolise par des lettres A, T, C, G. Si je les écris l'une à la suite de l'autre, ces lettres, je les reprends tout le long de cette molécule d'ADN, je l'imprime dans des pages. Il y en a énormément, ça fera beaucoup de pages. Et je vais essayer de vous faire prendre conscience du nombre de ces molécules, de la complexité finalement de ce code génétique. Alors je me suis amusé à compter le nombre de lettres dans le code pénal. J'aurais pu prendre d'autres gros livres, j'ai choisi ici le code pénal. Combien de lettres imprimées dans le code pénal? Il y en a 1 200 000. Le code pénal, c'est 1 200 000 lettres. Maintenant, combien de lettres dans le code génétique? Autrement dit, combien de ces petites molécules ATCG qui s'enchaînent pour former notre filament d'ADN? Il y en a 6 400 millions, 2 fois 3,2 milliards de lettres. Les 3,2 milliards de lettres, c'est ça notre code génétique. Donc si je les imprimais, c'est 3,2 milliards de lettres et qui s'enchaînent pour former la moitié de l'échelle d'ADN. Eh bien, ça prendrait l'équivalent de 5300 volumes du code pénal. Autrement dit, une bibliothèque entière. Quand on parle de livre du vivant, vous voyez, le terme est parfaitement justifié. Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque entière. Et ça tient sur une molécule qui fait 2 mètres de long, qu'on appelle l'ADN. Le code génétique, c'est
un enchaînement de lettres en quelque sorte. Mais pour déchiffrer ces 3 milliards 200 millions de lettres, il n'y avait pas de technique. Et d'ailleurs, au moment du premier Téléthon, on ne connaissait absolument pas le code génétique humain. On connaissait quelques gènes par-ci, par-là. L'ADN, c'est en fait un ensemble de gènes, on va voir ça tout de suite. Mais on n'avait pas du tout la capacité de déchiffrer le code génétique humain. Et Généton s'est créé à l'époque où il y avait d'ailleurs aux États-Unis un grand projet à coups de milliards de dollars qui s'appelait le Human Genome Project, le projet de génome humain, pour essayer de faire travailler ensemble des laboratoires sur tout le territoire américain pour décrypter le code génétique. Et Généton a eu une autre idée. Grâce au Téléthon, c'est créé le laboratoire Généton. Et l'objectif initial, lorsque Généton s'est créé, c'était de mettre ensemble, non pas des laboratoires, mais des robots. Des robots qui allaient couper l'ADN, qui allaient le cartographier pour permettre aux chercheurs d'étudier chaque segment d'ADN pour aller plus vite. Et 2 ans après la création de Généton, en 92, les premières cartes du génome ont été publiées par Généton. C'était un travail qui avait été réalisé, inspiré par Daniel Cohen, qui travaillait dans le laboratoire du prix Nobel Jean Dossé. Et Daniel Cohen a remis, lors d'un téléthon mémorable, à James Watson, un des 2 prix Nobel qui avait décrypté la structure de l'ADN, avait remis les cartes du génome, et James Watson avait dit ça c'est 10 ans de gagner sur la recherche, ça allait permettre d'accélérer le décryptage du génome humain. Maintenant on a des machines pour faire ça, et le génome humain qui est porté par notre ADN, on peut le séquencer dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on peut aller décrypter une lettre après l'autre, un barreau après l'autre de cette échelle torsadée qu'est l'ADN, grâce à des machines. En 2003, pour la première fois, le génome humain a été séquencé. Ça avait pris 13 ans, ça avait coûté près de 3 milliards de dollars. Et puis avec l'amélioration de la technologie, on a commencé à descendre, à la fois accélérer ce décryptage, et aussi en réduire considérablement les coûts, puisqu'en 2018, il ne fallait plus que 3 jours et ça coûtait à peu près 1000 dollars. Et on pense que d'ici 2025, ça prendra 1 heure et moins de 100 dollars. Autrement dit, on pourra décrypter l'entièreté de ce long filament, de ces 3,2 milliards de lettres qui constituent notre ADN en 1 heure pour moins de 100 dollars. Après, il faut imaginer que cet ADN, il doit être recopié à l'identique à chaque fois qu'une cellule se divise. On a ici, en haut à gauche, un dessin qui illustre une cellule avec à l'intérieur le noyau en bleu plus foncé et qui contient l'ADN. Cette cellule va se diviser pour donner 2 cellules, puis 4, puis 8, etc. Donc à chaque fois, il faut que l'ADN soit recopié. Donc il faut recopier l'équivalent d'une bibliothèque entière remplie de livres avec des lettres très serrées les unes à la suite des autres. Le génome humain, en quelques chiffres, c'est donc ça, 23 paires de chromosomes, 3,2 milliards de paires de bases, c'est-à-dire les lettres, les fameuses lettres que j'évoquais tout à l'heure, les petites molécules qu'on symbolise par les lettres ATGC. Il y en a 2 fois 3,2 milliards et ils sont répartis en 23 000 gènes. En quelque sorte, 23 000 chapitres dans cette grande bibliothèque qu'est le génome humain, 23 000 gènes. L'humanité est très homogène d'un point de vue génétique. C'est-à-dire que si on prend nos ADN et qu'on les compare, qu'on compare ces séquences de lettres les unes à côté des autres, nous sommes tous identiques à 99,5%. Autrement dit, on a seulement 0,5% de différence, ça fait quand même 15 millions de différences, 15 millions sur les 3,2 milliards de lettres. Ces différences font que nous sommes un petit peu différents les uns des autres, mais nous appartenons tous à la même espèce.
Ceci dit, il faut être modeste parce que nous sommes quasiment identiques aux primates, nous sommes quasiment identiques à la souris, on a 98,5%, nous sommes 98,5% identiques à la souris, et il y a même des êtres vivants beaucoup plus frustes, comme des petits vers de terre qu'on appelle des C. elegans, c'est des petits vers de 1 mm de long, et nous sommes identiques à ces petits vers à 70%. Donc ça peut dire qu'il faut rester très modeste. Mais par individu, nous avons entre chacun, nous sommes un petit peu différents les uns des autres. Si je devais comparer mon ADN au vôtre, particulièrement, on aurait 3 à 5 millions de différences. On appelle ça des variations génétiques. On pourrait appeler ça aussi des variants. Nous avons des petites différences, mais c'est 1 pour 1000, c'est-à-dire très très peu. Mais c'est ça qui peut faire toute la différence entre les uns et les autres. Et c'est aussi ces petites différences qui peuvent être aussi à l'origine de maladies. Une lettre qui n'est pas à sa place, ben ça peut ne rien faire du tout, ça peut apporter une nouvelle fonction très utile, mais ça peut aussi provoquer une maladie. Tout dépend où ça se trouve, où ça se place. Le code génétique, c'est donc ça, c'est l'enchaînement de molécules de base qu'on appelle ATGC, adénine, thymine, guanine, cytosine, ces petites molécules, formant un filament de 2 mètres de long qui est très petit, très compacté, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on appelle l'ADN. Et c'est l'enchaînement de ces 4 bases différentes qui forment le code génétique. Ce code génétique, finalement, il repose sur quoi? Sur 4 lettres différentes. Grâce à ça, la cellule va pouvoir fabriquer des protéines. Les protéines elles-mêmes sont réalisées à partir de l'enchaînement de 20 petits acides aminés différents. Les acides aminés, on pourrait en citer quelques-uns, la phénylalanine, la thréonine, voilà, des petits acides aminés, mais qui s'enchaînent les uns à la suite de l'autre et qui, du coup, forment une molécule plus complexe qui va avoir une forme particulière, des propriétés particulières. Et les protéines, c'est ce qui fait que la cellule existe, c'est ce qui fait que la cellule communique, c'est ce qui va aussi moduler le fonctionnement de l'ADN. En fait, l'ADN, c'est une grande recette de cuisine qui contient toutes les informations nécessaires à une cellule pour fonctionner, à commencer par réaliser l'enchaînement des protéines, l'architecture de nos cellules, et ensuite faire en sorte que la cellule puisse fonctionner, puisse accumuler des sucres, des lipides, etc., et réagir à son environnement. Et donc on passe de 4 bases à quelque chose de plus complexe, qui est des molécules qui vont puiser dans un stock d'acides aminés, 20 acides aminés différents. Et grâce à l'ADN, la cellule va pouvoir fabriquer quelque chose comme 500 000 protéines différentes, et en quantité aussi très variable. Alors, comment on arrive à ça? Évidemment, c'est extrêmement compliqué, et je n'ai pas la prétention de l'expliquer en très peu de mots, mais il faut juste imaginer, rappelez-vous, l'ADN enroulé sur lui-même sous forme de chromosomes, ou en tout cas pelotonné à l'extrême dans le noyau. De temps en temps, il y a des boucles d'ADN qui vont surgir, donc l'ADN va se dérouler à certains endroits. Il faut imaginer ça de manière très dynamique. Des milliers et des milliers de boucles qui se forment et qui se déforment, qui se forment et qui disparaissent. Et ces boucles, c'est là que l'ADN va pouvoir être traduit, c'est là que la cellule va utiliser le code, parce qu'il est accessible à toute une machinerie de protéines qui vont venir s'insérer au niveau de l'ADN. Et là, on le schématise ici. Vous reconnaissez le chromosome, le filament, l'ADN, cette échelle torsadée. À certains endroits, la boucle qui se forme et l'ADN qui va pouvoir s'ouvrir un petit peu pour laisser la place à un ensemble de protéines, en particulier une qui s'appelle l'ARN polymérase. C'est une protéine qui va lire
cet enchaînement de lettres qui va en fait parcourir les molécules chimiques qui s'enchaînent les unes à la suite des autres et permettre d'assembler des bases imaginez une soupe dans laquelle il y a le filament d'ADN, et dans cette soupe, il y a aussi plein de petites coquilles, en fait, plein de petites bases qui vont pouvoir se mettre en face du brin d'ADN qui est rendu disponible ici. Et va se créer un nouveau brin qu'on appelle ARN. La petite différence entre l'ARN et l'ADN, c'est qu'un T est remplacé par un U au niveau de l'ARN. C'est un uracile qui va remplacer la thymine. Et en fait, l'ARN il va pouvoir être plus ou moins long. On va avoir des petits ARN et des très grands ARN en fonction de la taille du gène correspondant. Il va y avoir un début et une fin. L'ARN polymérase va enchaîner la molécule d'ARN. Autrement dit, elle va faire une sorte de photocopie du gène que l'on a besoin de traduire pour fabriquer les protéines. Cette photocopie d'ARN, elle est symbolisée ici. Vous avez ici la cellule, on a le noyau, à l'intérieur l'ADN, qui est en fait très long, hein, comme je le disais tout à l'heure, 2 mètres de long. Puis de temps en temps, il y a des boucles qui se forment, l'ADN qui s'ouvre, et la photocopie du gène, l'ARN, correspondant à cette petite zone qui va être transcrite. Et on a l'ARN ici. L'ARN, c'est pas une échelle, c'est un simple brin. L'ADN, c'est un double brin. Les doubles brins qui s'enchaînent, qui se connectent les uns aux autres. L'ARN, c'est juste un simple brin. Et l'ARN, il va sortir du noyau, il va aller dans le cytoplasme de la cellule, où il y a il y a plein d'autres choses dans le cytoplasme de la cellule. En particulier, il y a ce qu'on appelle des ARN de transfert. C'est un ARN avec au bout un acide aminé. Et cet ARN, c'est un peu comme une prise électrique, il a trois branches, et il est capable de se lier 3 par 3 à l'ARN. Vous avez un premier ARN de transfert qui va reconnaître les 3 bases en face de lui. Il porte un acide aminé, puis vous en avez un deuxième qui va venir, ça va coller le deuxième acide aminé, et puis ça va se déplacer de proche en proche le long de la molécule d'ARN grâce à un organite qu'on appelle le ribosome. La machine, c'est le ribosome. À l'intérieur, vous avez l'ARN qui va être traduit. Et petit à petit vont s'enchaîner les acides aminés pour former la protéine. Alors, je vais peut-être m'arrêter là si vous avez des questions avant que j'aille un tout petit peu plus loin. Donc, je résume ce que j'ai dit. On a la molécule d'ADN, 2 mètres de long, 3,2 milliards de petites molécules qui s'enchaînent, qu'on symbolise par des lettres, ATGC, 3 milliards de lettres différentes. C'est ça qui constitue notre code génétique. Et grâce à ça, l'ADN va être transcrit en ARN, l'ARN va sortir du noyau et va être traduit par la machinerie de la cellule en protéines. Et c'est comme ça qu'à chaque gène va correspondre une ou un certain nombre de protéines codées grâce à cette information génétique. Voilà, je peux peut-être laisser la place à des questions ou je poursuis. Gaëlle, tu me dis. C'est toi qui vois s'il y a des questions qui sont posées. Alors, il y a une seule question dans la conversation qui concerne l'essai microdystrophine. Donc, je ne sais pas si tu peux en parler maintenant ou attendre la fin. J'en parlerai après. Ok, j'ai rien d'autre dans le fil de conversation. D'accord, j'en parlerai après. Alors, on va continuer un petit peu, parce qu'en fait, l'ADN, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de décrire. Évidemment, encore une fois, je ne cherche pas à compliquer plus les choses qu'elles ne sont, mais l'ADN, ce n'est pas juste une succession de lettres. Imaginez, je disais tout à l'heure, 23 000 gènes. 23 000 gènes, c'est 23 000 chapitres. Des chapitres, ça contient des phrases. Là, on a un chapitre avec des mots, en fait des lettres qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Imaginez que ce grand chapitre, cette grande phrase, elle contient des mots qui veulent dire quelque chose, puis des mots qui ne veulent rien dire. Des lettres qui vont être signifiantes et d'autres qui ne le seront pas. On appelle ça des exons et des introns. Donc les exons, c'est tout ce qui est nécessaire à la cellule pour pouvoir fabriquer la protéine. Et puis c'est entrecoupé de zones qui ne veulent rien dire, les introns, qui sont no codants, ils ne codent pour rien.
Ça, ce n'est pas nécessaire à la fabrication de la protéine. En fait, il n'y a que les parties noires qui sont importantes pour que le gène soit traduit en protéine. Le gène, c'est l'ensemble des lettres qui constituent l'ADN codant, c'est-à-dire les exons, et les introns qui sont non codants. Tout ça, c'est un gène. Un gène, ça peut être très grand. Ça peut être un énorme chapitre. L'ADN est donc transcrit en ARN. On appelle ça l'ARN pré-messager. Il contient à la fois les lettres importantes et les lettres qui ne sont pas importantes. Il a donc les exons, les lettres importantes, les introns, les lettres moins importantes. Ici, j'ai fait figurer, on va dire, un gène qui contient 3 exons, 3 parties codantes, et puis 2 introns, 3 parties non codantes. En fait, il y a des gènes qui peuvent contenir, par exemple, 79 exons. C'est le gène de la dystrophine. Il a 79 exons. La dystrophine, c'est une protéine importante pour les muscles. L'ARN pré-messager, il ne peut pas sortir du noyau. Ce n'est pas lui qui va être traduit en protéine. Il faut le débarrasser des mots qui ne veulent rien dire. Il faut lui enlever les lettres qui ne sont pas importantes pour être traduites en protéines. On appelle ça l'épissage. Autrement dit, les introns doivent être retirés et les exons reliés entre eux. Et là, ça va donner ce qu'on appelle l'ARN messager. C'est un mot qu'on entend beaucoup prononcer en ce moment grâce au vaccin à ARN messager. L'ARN messager, c'est lui qui va sortir du noyau et qui va être traduit en protéine. Et la protéine, c'est elle qui va assurer l'architecture de la cellule, les fonctions nécessaires à la biologie de la cellule, les hormones qui vont communiquer entre les cellules, tout ça, c'est des protéines. Et la vie n'existerait pas sans ce principe de base, une information génétique qui va être traduite en protéines. Et c'est ça qui fait la vie. En réalité, notre ADN, il ne contient, grosso modo, que 1% de parties codantes, c'est-à-dire les exons. 1% de notre ADN est absolument indispensable pour la cellule, pour fabriquer ses protéines. Les introns représentent 18%. Donc en fait, les zones blanches qui entrecoupent les zones noires, elles sont beaucoup plus longues que ça, hein, puisque globalement, c'est pratiquement 20 fois plus long que les zones noires. Donc le gène, c'est un vingtième seulement, est représenté à un vingtième seulement par les parties nécessaires pour fabriquer les protéines. Et donc en réalité, tout le reste de l'ADN, pendant très longtemps, on l'a appelé l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir, puisque la seule chose qui est absolument indispensable, c'est les zones noires, c'est les exons, et ça ne représente que 1% de notre ADN. 1% des 3,2 milliards de lettres sont absolument nécessaires pour fabriquer les protéines. Mais on s'est rendu compte petit à petit que les introns étaient quand même importants. Il faut les enlever pour obtenir l'ARN messager, mais par contre, ils régulent tous les processus qui permettent tout ça. Et les autres endroits dans l'ADN, les zones grises que vous voyez là, contiennent aussi des informations très importantes pour fabriquer d'autres choses dans la cellule que les protéines. C'est en particulier d'autres ARN qui sont nécessaires au fonctionnement de la cellule. Donc il y a des zones dans l'ADN qui sont très importantes. Puis il y en a d'autres qui contiennent peut-être des déchets, effectivement. On a par exemple retrouvé dans notre ADN des séquences de virus, de certains virus qu'on a attrapés au cours de l'évolution. Alors ceci dit, il y a des virus qui sont des séquences de ces virus qui sont absolument indispensables à notre propre fonctionnement. Par exemple, c'est un rétrovirus, un virus intégré dans notre génome qui était nécessaire chez les mammifères pour fabriquer le placenta. Le placenta, l'information génétique nécessaire à la formation du placenta, elle nous a été apportée par un virus. Donc on a dans notre génome ce qui nous est propre, l'ADN codant qui ne représente que 1%, les gènes qui ne représentent que, on va dire, 20%,
Et puis, beaucoup d'autres séquences, des successions de lettres qui régulent tout ça, qui régulent le fonctionnement, qui fabriquent d'autres choses telles que d'autres ARN, et vous allez voir à quoi ils servent. Et puis, il y a peut-être aussi des séquences qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de virus, et qui ont participé à l'évolution de notre organisme. Et puis, il y a peut-être une petite part qui est effectivement de l'ADN poubelle qui ne sert à rien. Mais je pense que plus on va avancer dans les connaissances, plus on va se rendre compte que ça sert quand même à quelque chose. Alors, pour dire que les choses sont compliquées, et c'est le seul schéma vraiment compliqué que je voulais vous montrer ici, vous avez ici un morceau d'ADN, petite boucle ici. Il y a beaucoup de lettres qui se succèdent. Et puis, vous avez des protéines qui reconnaissent notamment l'ARN polymérase, c'est cette enzyme qui va permettre de photocopier l'ADN et d'assembler l'ARN. En fait, ce n'est pas une simple protéine, c'est une protéine extrêmement compliquée, c'est un assemblage de plein de protéines et qui ne se lie pas au hasard à tel ou tel endroit sur l'ADN. Ces protéines, elles reconnaissent des endroits très spécifiques qui vont faire en sorte que le gène va être photocopié plusieurs fois ou peu de fois. Autrement dit, il va y avoir plus ou moins d'ARN qui va être fabriqué à partir de cet ADN et qui va être traduit en quantité plus ou moins importante de protéines. C'est un peu comme un accélérateur, si vous voulez. En fonction de tous ces phénomènes, il y a des régulations très précises qui se font et qui font que tel gène va être allumé à tel moment, il va fonctionner à tel moment et pas à un autre moment, et il va fonctionner pendant tant de temps et pas plus que ça, et à un niveau plus ou moins fort. Tout ceci est régulé en particulier par l'assemblage de protéines qui vont reconnaître très spécifiquement des endroits dans le gène ou en amont du gène, ou parfois très à distance de ce gène, ce qui fait que la régulation est extrêmement compliquée. Pour finir sur la complexité, je vais terminer sur une question. Quel est le point commun entre le sexe des tortues, la gelée royale et les inhibiteurs de HDAC, ça veut dire inhibiteurs d'histone déacétylase? Quel est le point commun dans tout ça? Alors, dans une ruche, vous avez les larves d'abeilles. Les larves sont toutes identiques, elles ont le même patrimoine génétique. Et pourtant, il y en a qui vont devenir des ouvrières et d'autres, quelques-unes, qui vont devenir des reines. Pourtant, elles ont le même matériel génétique. Ce qui détermine le passage d'une larve à la reine ou à l'ouvrière, c'est que les larves qui vont donner naissance à des reines sont celles qui vont manger de la gelée royale. C'est la gelée royale qui va faire qu'une larve va devenir une reine. Chez les reptiles ovipares, comme les tortues, c'est la température qui va déterminer le sexe des animaux. En dessous de 30 degrés, on a des tortues mâles. Au-dessus de 30 degrés, on a des tortues femelles. Et pourtant, ces tortues ont le même matériel génétique. Elles ont le même code. Et pourtant, certaines vont devenir mâles et d'autres vont devenir femelles. Comment ça se fait? Il faut imaginer que même si on a le même patrimoine génétique, il y a des modifications chimiques qui se produisent sur notre ADN. Par exemple, il y a des petites molécules qu'on appelle des méthyles, c'est un carbone et 3 hydrogènes. Ces méthyles peuvent se lier à certaines bases sur l'ADN, sur les cytosines. Et puis, sur les histones qui permettent à l'ADN de s'enrouler, de s'empacter, il y a aussi des modifications chimiques qui peuvent apparaître. C'est des acétyles, des molécules un tout petit peu plus complexes que les méthyles, mais c'est des toutes petites molécules. Et ces liaisons entre les acétyles sur les histones ou les méthyles sur l'ADN vont faire que le gène va fonctionner ou pas. Ça va réguler les gènes. Et ces modifications chimiques, elles peuvent être déterminées par notre environnement, par la température ou par des caractéristiques propres à notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, ça veut dire au-dessus des gènes. L'ADN est clé pour la vie, mais lui-même, il peut être régulé par notre environnement. L'environnement est aussi important que notre code génétique. Et puis, on s'est rendu compte aussi
qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient contrôler l'expression de notre ADN, l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle des ARN non codants. ARN, alors, tout à l'heure, j'évoquais l'ARN prémessager et l'ARN messager. Ça, c'est l'ARN codant. C'est celui qui est nécessaire à la fabrication des protéines, grâce à notre ADN. Puis, vous avez, j'ai évoqué tout à l'heure, l'ARN de transfert qui se balade dans la cellule et qui porte les acides aminés qui s'enchaînent sur notre ARN pour réunir les acides aminés et former les protéines. Puis il y a d'autres ARN dont je ne vais pas parler. Ça, c'est codé par un ARN qu'on appelle non codant. Non codant parce qu'en fait, ça ne code pas pour des protéines, mais ça code pour d'autres choses importantes, vous voyez, les ARN. Et puis, il y avait plein d'ARN qu'on pensait ne pas être pertinents. On pensait que c'était plutôt du déchet expérimental, des ARN très petits. On se dit, ils ne servent pas à grand-chose, ces ARN, et en réalité, ils servent. On a toute une collection d'ARN qui ont été trouvés avec des noms très compliqués. Ces ARN, en réalité, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de se coller sur l'ARN messager, de le bloquer ou de le stimuler, qu'ils étaient capables d'interférer, de se coller sur les ARN de transfert et d'empêcher la formation des protéines. Et donc, en fait, on a des ARN qui sont comme des régulateurs de tout ça. Eux aussi participent à l'accélération ou pas du fonctionnement des gènes. Et c'est tout un univers qui s'est fait jour, tout un univers, le monde des petits ARN, qu'on trouve liés à certaines maladies et qui commencent même à être utilisés comme des outils thérapeutiques. Et ça vient encore ajouter à la complexité du livre de l'ADN. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vais peut-être libérer l'écran. Voilà. Alors, et je suis prêt à répondre à des questions. Merci Serge. On a 2 questions dans la conversation. Donc, il y en a une de Patrick Méret concernant l'essai microdystrophine qui a débuté cette année et qui a été arrêté. Et puis, on en a une autre de Francis. Patrick, si vous voulez ouvrir votre micro et votre caméra et la poser en direct à Serge Braun, allez-y. Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce qu'il en est de l'essai sur la microdystrophine qui a commencé début d'année, je crois. Et j'ai lu que ça avait été arrêté, donc je voulais savoir un petit peu où ça en est exactement. Ok, donc je vais peut-être juste rappeler ou expliquer très vite, hein, puisque l'objet de mon intervention ce soir, c'était de parler de l'ADN, mais je vais répondre à votre question. Hein. Mais quand même, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement au courant de ce que ça veut dire, la microdystrophine. Donc en fait, c'est un essai de thérapie génique. Alors on pourrait aussi expliquer ce que c'est que la thérapie génique, mais il y a d'autres apérolabos qui vont traiter de ça et donc qui ont lieu cette semaine et qui pourront expliquer tout ça. Donc le principe, c'est de traiter une maladie du muscle qui s'appelle la myopathie de Duchenne. C'est une maladie qui touche les garçons et c'est un défaut dans le gène, un de ces 23 000 gènes. Ce gène code pour une protéine qui s'appelle la dystrophine. C'est une grande protéine, c'est d'ailleurs le plus grand gène humain, parmi les 23 000 gènes, c'est le plus grand. Et la thérapie génique consiste à essayer d'amener dans les cellules musculaires une version saine du gène pour permettre à ces cellules de fabriquer la dystrophine et de renforcer les muscles, puisque les muscles sont très fragiles du fait de l'absence de la dystrophine, et ça conduit à une paralysie progressive et malheureusement au décès immanquablement entre 20 et 40 ans, parfois avant et parfois après. Et donc, la thérapie génique
est réalisé grâce à un produit à base d'un virus, un virus qu'on appelle AAV, c'est un petit virus qui est capable de transporter son matériel génétique. Là, en l'occurrence, on lui a enlevé l'essentiel de son matériel génétique et à la place, on a mis le gène médicament, le gène, une version minimum du gène de la dystrophine, la microdystrophine. Comme c'est un très gros gène, il ne rentre pas dans un virus, donc on a réalisé une version minimum, la microdystrophine. Il y a effectivement 4 essais dans le monde, dont un essai porté par Genetton, qui a effectivement débuté. L'essai a été interrompu, il n'a pas été arrêté, il a été interrompu. C'est important le mot, parce que arrêté, ça voudrait dire qu'il est définitivement arrêté. Ce n'est pas le cas. Dans un essai clinique, il peut arriver des événements comme des effets secondaires qu'il faut analyser avant de poursuivre l'essai. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un effet secondaire très sévère dont il a fallu comprendre l'origine. Est-ce que c'est lié au produit ou pas au produit? En fonction des résultats, l'essai peut reprendre ou pas. Donc on en est au stade où on a compris ce qui s'est passé et on avait évidemment averti à la fois alors un essai clinique, c'est très compliqué. Il y a des comités indépendants de médecins, de spécialistes qui évaluent les données complètes. Quand un événement indésirable survient, c'est le terme consacré, ce comité est réuni, il analyse, il est prévenu. Ensuite, lorsque des tests complémentaires sont réalisés, des informations sont colligées, il examine ces informations, il émet ses recommandations. Et ensuite, c'est l'agence de santé du médicament qui donne le feu vert pour poursuivre ou pas l'essai. En fait, l'essai, c'est Genetton qui avait souhaité l'interrompre pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Et donc, on en est à ce stade où on a les éléments qui doivent permettre de reprendre l'essai et qui vont être transmis à l'agence de santé. Donc l'essai devrait, on espère, se poursuivre. Et parallèlement, il y a 3 autres essais qui utilisent des virus très similaires, un petit peu différents et très similaires à celui de Genetton, avec des formes assez similaires, légèrement différentes de microdystrophine, et qui se poursuivent avec aussi des événements du même type qui ont été observés. Il y a l'un d'entre eux qui est porté par Pfizer, qui a communiqué récemment des effets exactement similaires à ce qu'on a observé et dû probablement à la même raison. Je ne peux pas en dire plus parce que tant que ça n'a pas été transmis aux agences de santé, évidemment, c'est des informations qui sont très encadrées, tout ça est très encadré et on ne peut pas donner trop d'éléments. Mais c'est ce que je vous dis là a été communiqué aussi aux familles, bien évidemment, aux familles Duchenne, à l'association. Et voilà où on en est à ce stade. Ok, je vous remercie. Alors, on avait une question de Francis. ADN 2 brins, donc possibilité d'avoir 2 ARN messagers différents si 2 brins d'ADN ont des lettres différentes. Est-ce exact? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. J'ai montré tout à l'heure que l'ADN s'ouvre et c'est un seul brin d'ADN qui va être copié et ça va donner naissance à un seul brin d'ARN. Par contre, ailleurs, il y a d'autres gènes, donc d'autres séquences qui vont être traduites pour donner naissance à d'autres ARN, donc des ARN différents. Il faut imaginer, c'est très dynamique tout ça. Ça bouge. L'ADN n'est pas figé, c'est pas quelque chose de figé, ça bouge, il y a des boucles qui se forment, de l'ARN qui est fabriqué, et ça va très vite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est grosso modo 30 bases par seconde, à une vitesse de 30 bases par seconde, que l'ARN polymérase avance le long du brin d'ADN. Donc ça va très très vite, ça rassemble des bases qui vont former l'ARN à une vitesse incroyable, et l'ARN lui-même, lorsqu'il est traduit en protéines, ça avance à une vitesse de 30 bases par seconde, ça va hyper vite. Donc en fait, il suffit parfois de quelques minutes ou quelques heures pour qu'un gène donne de l'ARN et pour ensuite
que l'ARN soit traduit en protéines. Ça va prendre quelques heures. Et en quelques heures, vous avez des milliers et des milliers d'ARN différents qui sont fabriqués à des endroits différents de l'ADN et en quantité variable, et des centaines de milliers de protéines différentes qui sont fabriquées, parce qu'avec un ARN, notre génome est fait de telle sorte qu'avec un ARN, on peut fabriquer des protéines qui peuvent être parfois très différentes. Et tout ça, c'est grâce à l'enchaînement des introns et des exons, ces séquences codantes et ces séquences non codantes. Et l'épissage, ce que j'évoquais tout à l'heure, le moment où sont retirées les lettres qui ne veulent rien dire, les introns, pour ne garder que les exons, que les lettres qui veulent dire quelque chose, l'ARN qui va devenir l'ARN messager, bien à ce moment-là, il peut y avoir des épissages très différents qui se font, et il va y avoir des parties d'exons qui vont être oubliées, et ça va donner des protéines plus petites, mais qui vont assurer une autre fonction. Et donc en fait, avec 23 000 gènes, on peut faire des centaines de milliers de protéines différentes. Et en fait, des centaines de milliers d'ARN différents. Alors Francis a une autre question. Quel brin d'ADN élu, toujours le même ou pas? Oui, ça c'est une bonne question aussi. Alors c'est pas toujours, on ne sait pas trop, pas très bien comment ça fonctionne, parce que effectivement ça peut être l'un ou l'autre. Et puis en plus, on a le gène souvent en plusieurs copies. Parce qu'en fait, tout à l'heure je disais, l'ADN pelotonné, ça peut former des chromosomes et ça marche par paires. On a 23 paires de chromosomes. Et donc ça veut dire que vous avez 2 chromosomes identiques. Vous avez donc au moins 2 copies d'un même gène dans nos cellules. Et c'est l'une ou l'autre qui va s'exprimer. Et ce système de régulation, on ne le connaît pas très bien encore. Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt une copie ou l'autre, un chromosome ou l'autre, et pas l'autre? Ou qu'est-ce qui fait qu'il faut parfois que les 2 chromosomes fonctionnent, parce que si un chromosome ne fonctionne pas et que l'autre ne fonctionne pas non plus, là, ça peut conduire à une maladie. Et donc, ces phénomènes-là de régulation, on ne les connaît pas encore très bien. Alors, troisième question de Francis, après on passera à Christine Job. Francis demande par rapport au fait que l'un des brins d'ADN est d'origine paternelle et l'autre maternelle. En fait, je ne sais pas si... Oui. Alors, en fait, effectivement, lorsque nos cellules germinales, les spermatozoïdes et les ovules, ne contiennent que la moitié de l'échelle. L'échelle, elle est coupée en 2, qu'un brin d'ADN. Et donc, les spermatozoïdes n'ont qu'un brin d'ADN, les ovules n'ont qu'un brin d'ADN. Le brin d'ADN des spermatozoïdes, ça correspond au père, et le brin d'ADN présent dans les ovules, ça correspond à la mère. Et lorsque l'œuf se forme, c'est-à-dire lorsque un spermatozoïde va rentrer dans l'ovule, là, les 2 brins vont s'assembler. Ça va donner la double hélice d'ADN. Et donc, un brin vient du père et un brin vient de la mère. Et c'est comme ça que les cartes sont rebattues, que nos gènes vont se mélanger en quelque sorte au fur et à mesure des générations. Alors, Christine, est-ce que vous voulez poser votre question ou est-ce que je la lis pour vous? Non, vous pouvez la lire, il n'y a pas de souci. Merci Serge pour toutes ces explications, c'est hyper intéressant et très clair. Alors, la question c'était comment découvre-t-on les gènes défectueux? Y a-t-il des avancées réelles pour les maladies génétiques non diagnostiquées, celles où on ne trouve pas la faute d'orthographe? Oui. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'expliquais que parfois, c'est une seule lettre qui n'est pas à sa place et qui peut provoquer une maladie. On imagine notre code génétique, 3,2 milliards de lettres sur chaque brin, et on a 15 millions de différences dans l'humanité. Au sein du génome humain, il y a 15 millions de différences
au total, et entre chaque individu, 3 à 5 millions de différences. La plupart de ces différences, de ces lettres qui sont un petit peu différentes, ça et là, ne portent absolument pas à conséquence, c'est complètement neutre. D'autres vont même être utiles parce que ça va peut-être apporter une nouvelle fonction à la cellule, faire en sorte de mieux réagir à notre environnement. Alors ça peut être une lettre, ça peut être aussi beaucoup de lettres, un gène complet, ça peut même être un chromosome complet, qui peut être en plus ou en moins, et ça peut être évidemment dramatique. Mais pour pouvoir déterminer qu'une maladie génétique est due à tel gène, à tel endroit du gène, là, c'est vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin. Parce qu'il y a des maladies génétiques qui sont parfois dues juste à un défaut au niveau d'une seule lettre. Alors, comment on fait pour trouver ça? Alors que vous avez déjà des millions de différences qui ne sont absolument pas en cause dans une maladie, vous en avez une et une seule qui va être responsable de la maladie. Ça, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça explique aussi pourquoi il a fallu des années, même un chercheur qui va y passer 10 ans, pour identifier la faute d'orthographe responsable de telle maladie. Maintenant, avec les séquençages à haut débit, où en quelques heures, on arrive à séquencer le génome humain, ça doit pouvoir aller plus vite, mais ça ne vous dit toujours pas. Vous avez le livre, le génome complet d'une personne, vous avez le génome complet d'une autre personne, avec plein de différences, laquelle est responsable d'une maladie. Alors, pour essayer de déterminer ça, en fait, on va comparer ce qui est le plus proche les uns des autres. Par exemple, au sein d'une même famille, on va comparer l'ADN des personnes malades au sein d'une même famille avec l'ADN des personnes non malades. On va comparer les malades et les non malades au sein d'une même famille. Il y aura déjà moins de différences au sein d'une même famille, et donc ça va raccourcir, ça va nous permettre de nous concentrer sur des zones génétiques qui sont peut-être problématiques, et petit à petit, de proche en proche, d'identifier le gène en cause, et à l'intérieur du gène, les anomalies. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ce qui fait que aujourd'hui, sur les quelques 8000 maladies génétiques connues, et encore on ne les connaît pas toutes, on connaît à peu près 4500 d'entre elles pour lesquelles le gène maintenant est connu. 4500 gènes responsables de maladies génétiques sur les 8000. Et il y en a encore d'autres pour lesquelles on n'a pas encore le diagnostic génétique, parce qu'on cherche encore. On a parfois des anomalies génétiques qui ne sont pas du tout trouvables à un endroit donné de l'ADN. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il pouvait y avoir des zones avec des lettres qui se répètent, ou des zones qui se répètent dans le génome. Alors, ça arrive souvent, hein, mais c'est absolument pas pathologique. Puis, il y en a qui se révèlent pathologiques. Et en plus, on s'est rendu compte que ces répétitions qui perturbaient le fonctionnement de certains gènes, elles ne se trouvaient pas nécessairement à l'intérieur d'un gène, mais elles pouvaient être complètement ailleurs dans le génome, et pourtant responsable de la même maladie génétique. Donc c'est d'une complexité folle. C'est pas toujours un gène à un endroit donné, il y a une mutation, il y a une anomalie, mais ça peut être ailleurs dans le génome. Et donc ça rend plus compliqué encore l'identification de gènes en cause dans telle ou telle maladie. Mais chaque semaine, on découvre de nouveaux gènes responsables de maladies, ou de nouvelles mutations responsables de maladies, et on continue de progresser dans la connaissance. Dans le temps où il fallait 10 ans pour trouver un gène, en 20 ans, on en a trouvé plus de 4000, donc on finira par les trouver tous. Alors, on a une autre question de Dominique. Est-ce que l'épigénétique apporte une complexité supplémentaire à la recherche? Oui. Alors, c'est à la fois fascinant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas juste l'ADN qui est figé, il n'est pas figé, comme j'ai pu le montrer. C'est pas seulement la règle ADN donne ARN messager qui va donner des protéines.
mais il y a aussi des modifications épigénétiques sur l'ADN, des modifications chimiques de l'ADN qui modulent le fonctionnement des gènes. Et il y a des maladies qui sont dues à des problèmes épigénétiques. Une maladie neuromusculaire qui s'appelle la FSH, la myopathie facio-scapulo-humérale, c'est une maladie épigénétique. C'est des anomalies épigénétiques. Il y a dans certains cancers des modifications épigénétiques aussi. Il y a des cancers génétiques, puis il y a des cancers non génétiques et des cancers dus à des modifications épigénétiques. Et il y a des médicaments qui modifient l'épigénétique. Tout à l'heure, j'avais posé la question, le point commun entre les tortues, la gelée royale et les inhibiteurs de HDAC, les inhibiteurs d'histone déacétylase. En fait, les inhibiteurs d'histone déacétylase sont des médicaments. C'est des molécules qui modifient les modifications chimiques des histones qui impactent l'ADN. Et on s'est rendu compte que certains cancers étaient dus à un mauvais empaquetage de l'ADN, parce que les histones ne fonctionnaient pas bien, parce qu'il y avait ces modifications chimiques des histones. Ben, ces inhibiteurs d'histone déacétylase, c'est des médicaments qui modulent les modifications chimiques des histones et qui permettent de recompacter l'ADN correctement. Et donc, ces médicaments sont utilisés dans certains cancers et on commence à les tester aussi dans des maladies génétiques, y compris dans la myopathie du chêne, dans la FSH ou dans d'autres maladies. C'est toute une nouvelle voie qui s'ouvre en ce moment. Alors, une question de Laurie. Quelles sont les erreurs possibles et les plus présentes dans le travail sur le génome, dans le génome? Alors, je ne sais pas comment interpréter la question. Est-ce que c'est les erreurs qui sont responsables de maladies? C'est-à-dire combien il y a d'erreurs dans notre génome? Alors, je peux peut-être répondre un petit peu à cette question. Que oui? Ah, Laurie a le micro coupé. On ne vous entend pas. Et je ne sais pas si son micro est ouvert ou pas. A priori, il devrait l'être. Sinon, vous pouvez écrire dans la conversation, peut-être. Ok. Alors, comme ça, je répondrai. Mais je vais déjà dire, ça sera peut-être un élément de réponse. On est truffés tous, chacun d'entre nous, d'erreurs. On en a plein. Alors, on en a, j'allais dire, 15 millions, puisqu'il y a des 15 millions de variants, il y a 15 millions de variations génétiques. Il y en a certaines qui peuvent être génératrices de maladies. On en a peut-être une centaine. On a dans notre génome peut-être une centaine de mutations susceptibles de provoquer une maladie génétique. Après, ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie. La maladie, elle va apparaître si comme le plus souvent, nos chromosomes marchent par paire, s'il y a un chromosome qui est atteint, mais que l'autre n'est pas atteint, la maladie ne se déclarera pas. Ça, c'est dans certains modes de transmission, c'est comme ça que ça se passe. On appelle ça les maladies récessives. Mais dans d'autres cas, si on a l'erreur, lorsque la transmission est dite dominante, même si un seul chromosome est touché, la maladie va se déclarer. Donc en fait, on a peut-être une centaine, peut-être même plus en réalité, d'erreurs dans notre génome susceptibles de provoquer une maladie génétique. Ce qui fait que dans les familles, on peut estimer que sur 4-5 générations, une maladie génétique va apparaître. C'est immanquable, c'est inévitable. Certaines de ces maladies vont faire que l'enfant sera mort in utero, ça arrive, des accidents de ce genre. Puis d'autres maladies vont apparaître tout de suite après la naissance, avec une mortalité à plus ou moins court terme. Il y a des maladies, 2 tiers des maladies touchent les enfants, la moitié sont mortelles. Et donc, tout va dépendre du mode de transmission. Mais on est tous porteurs de ce type de maladie. Et sur 4-5 générations, ça va arriver. C'est arrivé dans ma famille il y a quelques années, une maladie génétique est apparue chez une cousine à moi, dont la petite fille s'est révélée atteinte d'une maladie génétique.
Et j'ai mon propre père qui me disait, mais est-ce que ça veut dire qu'on l'avait dans notre génome? Je dis, mais oui, mais malheureusement, c'est cas dans toutes les familles, c'est comme ça arrivera un jour ou l'autre. Il se trouve que ce gène n'était pas présent dans notre famille. C'est au moment de la conception qu'il est apparu. L'erreur s'est produite au moment de la première division de l'œuf, lorsque l'enfant a été conçu. Et ça arrive très souvent aussi dans les familles. Donc non seulement on est porteur de bombes à retardement génétique, tous, chacun d'entre nous, mais en plus de ça, ça peut arriver alors qu'on n'a même pas, ni aucun des deux parents n'a l'atteinte génétique. Ça peut arriver. Je ne sais pas si ça répond à la question de Laurie. Alors, j'ai pas eu d'autres remarques en commentaire et le micro était bien ouvert. Donc, Laurie, n'hésitez pas à vous manifester. Elle a dit oui, merci. Alors, on a une autre question concernant la différence entre un traitement tel que le Spinraza et la thérapie génique. Alors, le Spinraza, c'est un ARN. Le Spinraza, c'est un médicament pour traiter l'amyotrophie spinale infantile, maladie génétique qui touche les neurones de la moelle épinière, gène qui avait été découvert en 1995 par une équipe française avec les fonds du Téléthon. Et ce gène, lorsqu'il ne fonctionne pas, ne permet pas de fabriquer une protéine qui s'appelle SMN, qui est nécessaire à la survie des neurones. Or, on a les hommes, les êtres humains, même pas les primates non humains, les singes n'ont pas le gène SMN2. On a une copie supplémentaire du gène qui s'appelle SMN2 dans le génome humain. En fait, on en a plusieurs des copies. Et on s'est rendu compte que quand une personne était mutée dans le gène SMN1, celui qui est responsable de la maladie, elle pouvait ne pas être malade parce qu'elles avaient suffisamment de copies du gène SMN2, genre 4, 5, 6, au-delà de 5 copies de ce gène. Bien, il y avait suffisamment de protéines SMN qui étaient fabriquées, même si le gène SMN2 fonctionne moins bien que le gène SMN1. Comme il y avait plusieurs copies, ça pouvait compenser l'absence du gène SMN1. Et donc, les personnes n'étaient pas malades. Donc, ça a donné l'idée aux chercheurs de faire en sorte qu'on puisse stimuler le gène SMN1. Et on peut le faire avec des ARN synthétiques. C'est un ARN qui a été conçu pour ça, qui va se lier spécifiquement à l'ARN de SMN2 pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux, cet ARN. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des ARN qui modulent d'autres ARN. C'est un exemple concret de cette notion-là. Et le Spinraza, c'est un médicament à base d'ARN. Et ce qui me fait dire d'ailleurs, c'est une des explications pour lesquelles les vaccins ARN, en l'occurrence là des ARN messagers, les vaccins ARN ont été si vite à être mis au point, c'est parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur des recherches depuis 20 ans sur l'ARN. On connaît l'ARN depuis les années 60, mais on a commencé à utiliser l'ARN comme outil thérapeutique depuis une vingtaine d'années, en particulier dans les maladies rares, dans les maladies génétiques. Et c'est grâce à ces recherches que très vite a pu être mis au point un vaccin ARN pour la Covid. On le doit en particulier aux recherches sur les maladies rares, qui n'ont rien à voir avec le Covid. Alors, c'était la dernière question dans la conversation. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Là, je vois quelques réactions, très gentilles. En tout cas, je vous remercie pour les questions. C'est toujours très stimulant, les questions. Pas d'autres questions? Merci à vous. Alors, on va conclure. Donc, merci Serge pour cette intervention passionnante. Juste pour vous dire que la fête de la science continue toute la semaine avec d'autres apéros au labo. Je vais vous mettre dans la conversation les liens pour accéder au programme. Et puis, on vous donne rendez-vous au Téléthon les 3 et 4 décembre. Merci beaucoup. Merci à tous.
Et merci pour vos réactions.